Bonjour à tous, bienvenue dans ce décryptage. Trois sujets au menu de nos échanges ce matin. Bientôt, un nouvel ambassadeur du Niger au Bénin, c'est ce qu'on peut retenir, de la demande spéciale formulée par les autorités de Niamey à l'encontre de leurs homologues béninoises. On en parlera. Et puis l'affaire de la présumée tentative d'atteinte à la sûreté de l'État continue de retenir les attentions. Candidat Zanaï, président du parti Restaurer l'Espoir, est sorti une deuxième fois sur la question et établit un lien en relation avec la présidentielle de 2026 à venir. A-t-il raison? Quelles sont les pistes et éléments d'analyse? Nous observerons tout ceci avec notre invité. Et puis, en troisième sujet, on prendra la direction du Cameroun avec l'absence prolongée qui suscite commentaires et débats de l'actuel président Paul Biya, dont l'état de santé est incertain. Le gouvernement a d'ailleurs interdit à tous les médias privés d'opiner sur la question. On en parlera. Tout ceci avec Stéphane Ahinou-Rossou, cher confrère, bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour à nos amis internautes qui prennent du plaisir à nous suivre. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. On leur fait déjà un coucou puisqu'ils interagissent et puis voilà, ils donnent leur part de réaction dans ce que nous faisons par ici. On leur dit merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous analysez les faits de l'actualité sociopolitique aussi avec nous. C'est un plaisir d'être avec toi en plateau. Merci beaucoup. Relation Bénin-Niger, est-ce qu'on peut dire qu'on s'achemine vers un dégel total de la crise entre les deux pays, et si tant est que bientôt, on peut le dire ainsi, d'ici les prochaines semaines, on aura un nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin? Oui, aux dernières nouvelles, on peut oser croire et dire qu'on tend progressivement vers la normalisation entre la normalisation des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger, parce que le Bénin a reçu, en fait, le Niger a reçu la lettre de créance de l'ambassadeur béninois, Judas Agonkan, et les autorités nigériennes également ont notifié au président de la République leur intention de nommer ou de faire nommer dans les tout prochains jours un nouvel ambassadeur au Bénin. Et je crois que cette demande adressée à la première autorité béninoise devrait recueillir un avis favorable. En tout cas, c'est ce qui serait souhaitable pour le rétablissement des relations diplomatiques. Et donc, on va espérer que tout ça puisse concourir à l'ouverture des frontières. Pas parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est le statu quo, malgré les rencontres, malgré les échanges. Et on a constaté que les ministres des Affaires étrangères béninois et nigériens se sont rencontrés à New York et puis à Pékin, je crois. Et je crois qu'à la faveur de ces échanges-là, on a pu aboutir à des résultats qui permettent aujourd'hui de croire que dans les tout prochains jours, on peut espérer que les choses aillent pour le mieux des populations béninoises. C'est vrai qu'il faut espérer cela, mais au-delà aussi, il y a quand même les démarches qui ont été menées, vous les avez rappelées tout à l'heure. On sent quand même que ça fait longtemps que ces démarches ont été menées. On a vu les anciens chefs d'État béninois, Boni Yayi et Nicéphore Soglo au Niger. On a vu des tentatives de discussion et tout, mais on sent que les lignes bougent petitement au lieu que cela accélère. Est-ce que quelque part, il y a peut-être des zones d'ombre dans les démarches? Non, je pense que cela ne devrait pas surprendre dans la mesure où on a constaté depuis que cette crise a commencé, qu'au niveau des autorités nigériennes, il y a comme une sorte de manque de volonté d'aller vers la normalisation des relations. Parce que Niamey a toujours durci le ton à plusieurs reprises et le chef de l'État à plusieurs occasions n'a pas manqué de dire qu'il est ouvert à toute forme de discussion pouvant aller dans le sens du dégel de la situation. Mais à chaque fois, on a constaté qu'au niveau des autorités nigériennes, il y a eu le ton qui s'est durci à chaque fois. Et donc, on constate que c'est plutôt actuellement du côté du Niger que les choses s'améliorent. Sinon, les autorités béninoises ont quand même montré leur souhait d'aller vers l'avant. Donc aujourd'hui, si les autorités nigériennes ont compris la nécessité
de revenir à de meilleurs sentiments, ce n'est que bonne nouvelle pour les deux parties, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours cru que cette situation avantage moins le Niger que le Bénin. Ah bon? Oui, et ils ont tout intérêt, C'est vrai qu'à l'allure où les choses vont, on n'a plus besoin de mettre de l'huile sur le feu, ça va pour le mieux, mais ils ont tout intérêt à ce que les choses changent, parce que sur le plan commercial, sur le plan économique, je pense que ils ne peuvent pas contourner le Bénin. Ou bien, s'ils décident de contourner le Bénin, ça va leur revenir un peu plus cher. Mais on a nos commerçants aussi à la frontière qui vivent quand même un calvaire depuis que les frontières sont fermées. Donc, des deux côtés, on souffre. Oui, on souffre notamment parce que il y a quand même des denrées qu'on envoie de là-bas, et puis le port aussi est à sec depuis un certain temps. Mais je dis que l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie béninoise par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie nigérienne, c'est pas la même chose. Parce que d'une manière ou d'une autre, le Niger cherchera à contourner le Bénin, parce que lui, il est un État enclavé. Nous sommes d'accord, donc il va chercher à se passer du Bénin, et cela va lui revenir un peu plus cher. Et donc aujourd'hui, les deux États ont tout intérêt à se donner la main pour le renforcement de leur économie mutuelle. Sur l'aspect contournement, on sait que récemment, le Bénin aussi a tenté de contourner via le Nigeria et tout. Donc, il y a un problème qui s'est posé. Chacun cherche à contourner pour trouver une solution. Je pense que c'est une guerre diplomatique qui va de soi, mais qui va payer plus dans cette guerre diplomatique. Je crois que c'est le Niger, et tout porte à le croire. D'accord. Restons au Bénin toujours pour parler de cette affaire de présumée tentative de coup d'État ou présumée atteinte à la sûreté de l'État. Depuis, les partis politiques réagissent chacun selon son bord et selon son point de vue. Candidat Azanaï, sa réaction était attendue. Il est sorti déjà 2 fois sur la question. Mais il établit un lien en relation avec les élections générales de 2026. Lui, globalement, il n'y croit pas. Il parle d'une mise en scène. Bon, je crois que quand un événement survient, chaque acteur politique a le droit de se faire son opinion, de faire son analyse en fonction de ses desiderata, des éléments dont il dispose. Et n'oublions pas que Candidat Azanaï a quand même fait partie des proches du chef de l'État. Et donc, aux premières heures. Aux premières heures d'ailleurs. Et donc, il a été même un artisan très chevronné, et que le chef de l'État l'ait positionné au niveau du ministère de la Défense. Je pense que c'est un homme de main, un homme de confiance qu'on peut positionner à ce niveau. Et donc, par la suite, les relations se sont détériorées, et il est devenu subitement comme le chef de file de la résistance, comme il se fait appeler, le chef de file de la résistance. Et donc, à tout va, il se lève, il se prononce sur certaines situations, et il a son style qui est à lui. Peut-être que quand il sort, on ne le comprend pas, parce qu'il est dans un monde politique où il développe cette théorie politique qui peut-être n'est pas à la portée de l'intellectuel béninois ordinaire aujourd'hui, parce qu'il est dans cette théorie à tout va. Mais je dis que... Vous ne comprenez pas cette théorie? Non, par moments, je le trouve un peu utopiste, et je le trouve un peu idéaliste. Et à la limite... je rappelle au passage que Candidat Azanaï est philosophe. Absolument. De formation. La philosophie aussi. Donc je trouve que... peut expliquer cela. Oui, il a une philosophie politique propre à lui que le Béninois lambda n'intègre pas encore. Mais je dis que tout le monde peut... C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ceux qui ont été mis en cause dans ce dossier, c'est-à-dire que chacun peut se lever et ne pas croire. C'est légitime, c'est normal. C'est légitime, c'est ce qui est basique. Mais lorsqu'un procureur sort pour établir des faits, je trouve que il ne serait plus bienséant intellectuellement de continuer par croire que c'est un complot. C'est un complot. Je trouve que ça peut être biaisé. Parce que comment est-ce que un procureur peut se lever comme ça et imaginer des faits de bout en bout, incriminer, en fait, dénoncer des personnes probablement mises en cause,
je trouve que c'est quand même tiré par les cheveux. Maintenant, on peut considérer également ça comme une guerre politique ou comme un règlement de compte. Justement, c'est peut-être l'homme politique plus qui parle à voilà, donc il monte au créneau pour se saisir de cette occasion-là pour attaquer son vis-à-vis. Mais dire que c'est un complot, je trouve que c'est extrêmement tiré par les cheveux et c'est une déclaration purement politique à mon sens, qui n'a rien à voir avec les faits tels que cela a été établi. Maintenant, on va croire que tel que le processus a été le processus judiciaire a été enclenché, on va espérer que à la fin, on puisse donner raison aux Béninois qui estiment que on ne peut pas encore au XXIe siècle entrevoir des perspectives de coup d'État dans un État démocratique. Bien évidemment. C'est vrai qu'il a, dans son adresse à ceux qui vont le lire ou à ceux qui vont quand même vont l'écouter, il a parlé de son expertise qui serait sollicitée. Je vous lis un bout. Il dit ceci. Je sais, Dixit Candide Azanaï bien sûr, hein, il dit « Je sais, nombreux d'entre vous continuent de solliciter mon expertise sur cette affaire de prétendu déjouement le 23 septembre 2024 d'un présumé coup d'État prévu pour le 27 septembre 2024. Votre base de réflexion pour la formation de votre opinion jusqu'à nouvel ordre doit être le périmètre de la déclaration publique et officielle en date du 25 septembre 2024 du procureur spécial près la Criette. Vous n'avez nullement besoin d'aller loin pour vous convaincre de ce que ce 23 septembre 2024, il s'agissait d'une mise en scène à des fins inavouées en lien avec les échéances électorales de 2026 et avec la phobie de l'après 2026 qui trouble la quiétude du pouvoir de la rupture. C'est fin de citation. C'est quelques extraits des propos de Candide Azanaï. Non, je trouve que est-ce que pour vous êtes dépassé? Je suis dépassé parce que je n'arrive pas à intégrer cette logique-là parce que est-ce que c'est une logique illogique? J'ai envie de le dire. On peut faire de la philosophie comme lui aussi. Hein. J'ai envie de le dire. Ouais. Mais est-ce que le chef de l'État, il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que le chef de l'État a besoin de mettre en place un faux coup d'État pour s'assurer de la pérennisation de ces actions après 2026 ou le positionnement d'un probable dauphin en 2026? Le chef de l'État, lorsqu'il rencontrait les journalistes, a dit que lui, il ne s'inquiétait pas pour son après-mandat. Et donc, qu'est-ce qui peut faire courir le chef de l'État? Qu'est-ce qui peut courir le chef de l'État pour que la seule solution qui s'offre à lui, c'est d'imaginer un coup d'État? Première question. Deuxième question, est-ce que un ami aussi proche du chef de l'État, qui nourrit des ambitions présidentielles, d'accord, et un certain Oswald Omeki, qui a été ministre au gouvernement pendant 8 ans, hein, peut accepter, compromettre, je veux dire, son image, son avenir politique, parce qu'il se soucierait de la sécurité du chef de l'État. Ça, c'est des interrogations. Parce que si nous disons oui, si nous ne répondons pas à l'affirmative à ces interrogations, c'est que on suppose que ceux-là décident de saboter leur avenir, d'hypothéquer, je veux dire, leur avenir politique pour le chef de l'État. Ce qui, a priori, n'est pas fondé. Si on voit tout l'investissement de Olivier Boko, d'accord, tous ceux qui suscitent sa candidature, qui viennent aujourd'hui parce que si la justice le condamnait dans un coup d'État, c'est qu'il il ne serait plus présidentiable. Donc, est-ce qu'il va accepter se sacrifier pour un hypothétique dauphin du chef de l'État? Je ne crois pas. Est-ce que Oswald Omeki va accepter, hypothéquer son avenir politique au nom de la cohésion ou bien de l'entourage du chef d'État? Moi, je trouve que c'est quand même tiré par les cheveux lorsque on viendra dire que ce qui est fait là, ce qui est dit là, est un complot. Maintenant, si c'est un complot audit, on va dire que ceux qui font la politique ont des logiques qui dépassent l'entendement de l'homme ordinaire.
Donc, je trouve que c'est quand même, je continue pas à croire que c'est tiré par les cheveux. C'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, le scénario tel que ça a été décrit, cela pourrait prêter à confusion. À laisser croire que bon, non, c'est des gens qui veulent. Mais quand on voit le fond et qu'on se pose les réelles questions, ça ne peut pas être un complot. Et on va dire que ce dossier-là révèle encore des surprises si la justice veut réellement aller au fond du dossier et faire son job. Et je trouve que ceux qui aujourd'hui se lèvent pour soutenir cette thèse complotiste ou bien cette thèse de trucs-là, je trouve qu'ils auront tort dans les jours qui vont suivre. Maintenant, quant à la réaction des confessions religieuses aussi qui sont entrées dans la danse et tout, beaucoup apportent leur soutien au chef de l'État, condamnent l'acte et tout ça. Quelle lecture vous faites de toutes ces Non, je sorties? pense que c'est du snobisme, c'est du m'as-tu vu. Ça dit que les gens profitent des occasions pour se faire voir. Hein, le chef de l'État n'a pas besoin d'un soutien parce que... Non, pourquoi? Pourquoi? Je trouve que c'est... Pour moi, c'est puéril, c'est enfantin. Venir dire qu'on soutient le chef. On peut comprendre les politiques, hein, les politiques, ceux qui veulent des postes, des portefeuilles, qui veulent profiter de quelques mois qui restent au chef de l'État, qui saisissent cette opportunité-là pour venir dire nous soutenons pour se faire voir. Maintenant, les confessions religieuses, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il prie pour le chef de l'État. Non, on n'a pas. Quand on prie, il faut rester dans son église, dans sa mosquée, pour prier. On n'a pas besoin de venir dire on soutient. En tout cas, je ne vois pas la moralité que cette action revêt pour les confessions religieuses de sortir pour dire qu'on soutient le chef de l'État. Ils devaient rester dans leur église, dans leur mosquée pour remercier Dieu que le pire ne soit pas arrivé. Oui, ils ont remercié Dieu, mais il faut que le chef de l'État sache quand même qu'ils ont prié. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. On peut comprendre les acteurs politiques dans leur rôle, mais on ne peut pas comprendre les confections religieuses. Ils doivent rester dans leur église, dans leur mosquée, dans leur cathédrale et faire ce qu'ils ont à faire. On ne veut pas les voir sur le terrain politique. Dans ce pays, vous savez que sous Boni Yaye, on a vu des gens se prier pour la pluie. Vous vous en souvenez, vous êtes journaliste, vous avez de la mémoire. Oui, les gens priaient sous la pluie pour que la pluie tombe. Et il y avait des caméras qui ont filmé tout ça. Oui, donc, oui, on a dénoncé. En son temps, on a dénoncé. Oui. Et lorsque l'actuel chef de l'État est venu au pouvoir et on a vu son système de gouvernance qui est quand même un système de gouvernance assez... il n'aime pas se faire voir, il n'aime pas le populisme, il n'est pas dans tout ce qui est m'as-tu vu là. On a salué le fait. Maintenant que cela se poursuit jusqu'à la fin de son mandat, s'il y a eu tentative de coup d'État, d'accord, dont les acteurs de la justice s'en occupent déjà, laissons-les faire le travail. On remercie Dieu, nous tous on remercie Dieu que le pire ne soit pas arrivé. Parce que si le pire était arrivé, c'est qu'on serait dans un vide. Donc, on remercie Dieu que cela ne soit pas arrivé. Maintenant là, les confections religieuses n'ont pas à se montrer dans ça. Je trouve que cela ne revêt aucune moralité. Ils ont des intérêts inavoués. Inavoués. Et puis, les petites guéguerres, les petites querelles qu'ils nourrissent entre elles. Et bon, moi je démissionne, moi je ne suis plus avec vous, on fait des déclarations à tout va. Je trouve que ça montre qu'ils ont des intérêts inavoués. Et c'est pas forcément sain de voir que des personnalités morales, des autorités morales se mettent sur un terrain politique qui d'une manière ou d'une autre ne va pas les honorer. Ils n'ont qu'à laisser ça aux acteurs politiques. Un petit acteur politique dans un coin de Tchoumi peut faire une déclaration, appeler la télé pour dire qu'il soutient. On comprend qu'il veut se faire voir par le chef de l'État. Mais un acteur politique, un imam, un pasteur, il dit là, c'est pourquoi? C'est pour aller à la présidence pour prendre de l'argent ou bien c'est pour montrer que son église soutient le chef de l'État. Moi, je crois que c'est carrément puéril. On ne doit pas les voir sur ce terrain. Qu'ils restent dans leur église et qu'ils prient pour le pays.
Dieu les voit. C'est Dieu qui veut les récompenser, c'est pas talent. D'accord. Oui. Stéphane, calmez-vous, calmez-vous. Non, je suis calme. D'accord, d'accord. Les acteurs religieux, ils nous suivent, voilà. Ils savent qu'on n'a rien contre eux. On n'a rien contre eux. Voilà. C'est nos pères spirituels, mais on veut les voir dans une proportion donnée et non sur un terrain politique. Politique, d'accord. Oui. Alors, franchissons rapidement hein, les frontières. Allons au Cameroun pour parler de cette absence longue durée qui fait jaser, qui fait parler, qui fait polémique. D'ailleurs, au Cameroun, Paul Biya, depuis un certain temps, n'apparaît plus publiquement. On parle de son état de santé. Il y a une certaine presse qui l'a annoncé pour mort. Il y a eu des sorties officielles de la part de ses ministres, ses lieutenants. Et l'interdiction a été faite la semaine passée aux médias privés, surtout de parler de la santé du chef de l'État parce que ça engage la sécurité de la nation. Par rapport à cette interdiction, est-ce que vous y comprenez quelque chose, journaliste, on interdit dans un État de parler de la santé du chef de l'État? Je trouve que c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que on ne peut pas interdire aux professionnels des médias de se prononcer sur l'état de santé d'un chef de l'État. C'est vrai que la santé relève quand même, il faut un peu de discrétion autour de la santé du président de la République. On ne peut pas diffuser toutes sortes d'informations sur la santé du président de la République. Mais qu'on interdise aux professionnels des médias d'en parler, c'est comme si on refuse que le peuple soit informé par rapport à ce qui se passe sur la santé de leur président. Parce que le président de la République est une personnalité publique. Et si quelque chose arrive à Paul Biya en l'état, c'est que ça va être la catastrophe politique au Cameroun. Donc, si les Camerounais sont inquiets, on devrait, ça dit que les services d'information et de communication de la présidence de la République doivent avoir quand même en fait, des informations officielles à servir aux professionnels des médias qu'ils doivent relayer au niveau de la population. Et il reviendra maintenant aux acteurs, aux professionnels des médias de faire les commentaires dans la décence, dans la décence que cela requiert. On peut les encadrer. On peut les encadrer et dire n'allez pas dans ce sens, n'allez pas dans ce sens. Et les services de communication sont là pour ça. Mais on ne peut pas le leur interdire parce que les populations peuvent être inquiètes. Et c'est normal de les informer. C'est normal de les informer par rapport à l'état de santé du chef de l'État, de Paul Biya. Il est souffrant. On peut ne pas révéler son mal. On peut ne pas révéler son mal si tant est qu'on veut entretenir autour de ça une certaine discrétion. Mais on ne peut pas interdire aux professionnels des médias d'en parler. Je trouve que c'est un non-sens. C'est un non-sens. Et ceux qui ont pris cette décision-là, je pense que n'aiment pas forcément Paul Biya. C'est une décision politique. C'est une décision politique qui traduit une forme de phobie. Mais d'une manière ou d'une autre, personne ne souhaite la mort au président. Que s'il est souffrant, que Dieu fasse en sorte qu'il se rétablisse dans les tout prochains jours. Parce que si en l'état, quelque chose arrivait à Paul Biya, vraiment ça va être la catastrophe politique au Cameroun. D'accord. Vous en parlez, cette interdiction n'a même pas atteint son objectif puisque les médias privés au Cameroun, moi je les suis depuis un moment, ils en parlent. Chaque jour que Dieu fait, il condamne et il critique même cette décision. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on interdit aux professionnels des médias de parler de la santé ou de s'intéresser à la santé du chef de l'État. Et certains estiment que ce type de communiqué vient même plus attirer l'attention sur l'état de santé de l'homme. Parce que qu'est-ce qu'on veut cacher en interdisant des débats autour de la santé du chef de l'État? Quand le chef de l'État va faire une inauguration ou quand il participe à des sommets, tous les médias en parlent. Maintenant, quand il est souffrant, pourquoi on interdit d'en parler? C'est pour cela que parfois j'ai pour habitude de dire que il y a certains agents au niveau de la communication de nos présidences, en Afrique, qui parfois prennent des décisions qui n'arrangent pas. Au lieu de servir la communication, ils desservent la communication au niveau de la présidence. Parce que quand vous dites à un journaliste n'en parle pas, vous lui donnez
le courage de chercher à comprendre pourquoi on ne veut pas qu'il en parle. Tout à fait. À dire que vous lui donnez un sujet d'investigation. Maintenant, si vous venez et que vous lui servez une information, mais même si vous savez que cette information-là est fausse, vous dites, c'est ce qui se passe actuellement. Nous ne voulons pas que vous passiez une autre information que ça. Vous lui dites, ok, je t'offre quelque chose, mais ça, saut là-dedans, en dedans. Et là, il essaie de surfer sur ça. Mais quand vous lui interdisez tout, en tout cas, un journaliste sérieux va au fond du sujet, cherche à comprendre pourquoi on lui interdit de savoir ce qui ne marche pas. Et donc, interdit de parler de la santé du président, ça peut inquiéter. Pourquoi? Est-ce qu'il est déjà mort? De quoi souffre-t-il? Pourquoi ne veulent-ils pas donner l'information? Est-ce qu'il n'y a pas un coup derrière? Puisque quelqu'un qui est malade, il n'a plus le pouvoir de décision. Donc peut-être que l'entourage est en train de formater un coup qui ne va pas arranger la population. Donc je trouve que ceux qui ont sorti ce communiqué, qui ont fait donner cette interdiction-là, n'ont pas rendu service au Cameroun, n'ont pas rendu service à Paul Biya. D'accord. On sait que le contexte politique au Cameroun, il est ce qu'il est. En Afrique, on sait que nous sommes quand même à quelques encablures de la présidentielle. La prochaine présidentielle au Cameroun, c'est pour l'année prochaine, 2025. Donc, beaucoup appelaient Paul Biya à se représenter à nouveau. Je rappelle au passage qu'il est au pouvoir depuis 1982. Donc, c'est avant la naissance de plusieurs personnes. C'est quand même assez délicat, c'est avant notre naissance. Et on sait qu'il a trop duré au pouvoir et beaucoup ont appelé quand même à une régénération, à susciter de nouvelles personnes pour lui succéder. Et quand on voit ce contexte où on interdit des débats autour de la santé du chef de l'État, un contexte où un média, je crois, un média en Asie ou en Europe a annoncé le décès de Paul Biya, un contexte où un communiqué a circulé depuis samedi, dimanche aussi sur le supposé décès de Paul Biya, un communiqué où on a mis très urgent annonce du décès du président Paul Biya, et beaucoup ont estimé que c'est un faux communiqué, qu'il n'en était rien et tout ça. Donc quand tout ce contexte est mis ensemble, que peut-on comprendre de la situation qui prévaut au Cameroun? Non, on peut comprendre, moi, mon avis sur le sujet est clair. On peut comprendre qu'il y a des politiciens tapis dans l'ombre qui souhaiteraient entretenir le flou après Paul Biya. Ils souhaiteraient entretenir le flou après Paul Biya. Sinon, quand on est soucieux de l'avenir politique d'un pays comme le Cameroun, qui a traversé, comme tu l'as dit, qui connaît sa situation politique actuelle, on ne devrait pas faire de secret autour de la santé. On devrait plutôt chercher à savoir comment, du vivant de Paul Biya, normaliser la situation. Si on est à une année des élections présidentielles au Cameroun et que Paul Biya, sans avoir positionné un dauphin ou sans que la situation, l'échiquier politique ne soit vraiment clarifié, c'est que ça va être la catastrophe. Donc il y a quelques politiciens, certainement autour de l'homme, qui voudraient entretenir le flou. Donc s'ils maintiennent le flou jusqu'à ce que leur coup ne soit préparé, ils viennent. S'il était décédé, ils viendront annoncer. S'il n'est pas décédé, ils vont essayer de voir. Maintenant, est-ce que c'est Paul Biya qui continue pas à gérer le pays? Parce que depuis un certain temps, tout le monde sait que sa santé, ça ne va pas. Au-delà de ces apparitions publiques qui se sont raréfiées ces derniers temps, il y a quand même que depuis un certain temps, on ne le voit plus de façon active dans la gestion. Donc, je trouve que c'est quand même des acteurs politiques qui manigancent tout ça à leur propre dessein. Et c'est déjà des signes annonciateurs de l'après Biya. Et donc, si on ne prend pas garde, là, ça va mal se passer au Cameroun. Et d'ailleurs, cela ne va pas rater, je crois. Tous ceux qui ont fait une certaine longévité au pouvoir, après leur règne, il y a toujours eu catastrophe. Il y a toujours eu catastrophe. Donc, on va prier que le pire n'arrive pas au Cameroun. Et si Paul Biya sa santé se rétablissait, on va souhaiter que les Camerounais fassent en sorte que le vieux aille se reposer. Ça rendrait plus politiquement service aux Camerounais. Qu'on manage le vieux de manière à ce qu'on le convainque d'aller se reposer et que sa succession soit préparée. Si sa succession n'est pas préparée et qu'il décède dans certaines conditions, je ne continue pas à croire que ça va être la catastrophe totale. D'accord. On va sortir rapidement de ces échanges avec
l'aspect de la gestion de la communication gouvernementale sur ces questions-là. Aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden, sa santé, on a communiqué là-dessus et ça l'a même amené à se retirer de la course à la présidentielle. Les États-Unis, première puissance au monde, tout ce qu'on veut. Quand on communique de cette façon aussi lisible aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'on veut cacher en Afrique? Ah, c'est pourquoi je dis que, vous savez, les Africains ont leur mentalité politique rétrograde, on va dire. Et donc, je ne sais pas, ceux qui veulent entretenir le flou autour de la santé de Paul Biya, seuls eux savent pourquoi ils le font. Et ils le font, on peut penser qu'ils le font pour leurs propres intérêts. Leurs propres intérêts. Il n'y a pas autre raison à y voir. Sinon, quand un chef de l'État est malade, il faut informer la population. Parce que quand ça va péter, ça va emballer tout le monde. Il n'y a pas autre chose, à dire. Il faut aujourd'hui que si Paul Biya est quelque part, qu'on informe. Si sa santé a tellement dégradé et qu'il n'y a plus rien à espérer, qu'on informe. S'il y a quelque chose à espérer, qu'on informe encore. Mais qu'on interdise aux médias d'en parler. Je trouve que c'est suicidaire. Et je n'ose pas croire que les professionnels des médias camerounais vont se laisser faire aussi facilement. C'est vrai que c'est difficile de parler de Paul Biya là-bas. C'est un peu compliqué, mais je trouve qu'il ne va pas se laisser faire aussi facilement. Stéphane, merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste, analyste politique. Avec vous, on a parlé de ces différents sujets qui ont occupé l'actualité. Je voudrais remercier toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À demain.